Chapitre 87, Réactiver le monde. La porte s'ouvrit. Les Maphilis revinrent un à un, leurs visages marqués non par le doute, mais par la concentration profonde de ceux qui ont travaillé en silence. Dans les mains de l'un d'eux, quelques pages. Rien d'imposant. Mais l'essentiel n'a jamais besoin d'épaisseur. Celui qui avait demandé l'interruption s'avança. Nous te présentons nos excuses pour cette suspension. Elle était nécessaire. Nous ne voulions pas simplement réfléchir. Nous voulions poser un premier acte. Il leva légèrement les feuilles. Nous avons rédigé un manifeste. Non pas une adoption totale de ton écosystème. Pas encore. Mais un engagement immédiat, changer notre manière d'agir dans la situation actuelle, appliquer dès aujourd'hui un regard renouvelé, éclairé par ce que tu nous as montré. Un autre ajouta, plus doucement. Nous avons compris que l'implication ne commence pas par un grand vote, mais par une première posture. Nous avons choisi la nôtre. Un silence respectueux s'installa. Si tu l'acceptes, nous souhaiterions que tu poursuives. Nous sommes prêts à entendre la suite. Les observa sans triomphe. Il ne voyait pas des disciples. Il voyait des consciences en mouvement. Il inclina la tête. Le véritable travail pouvait commencer. Ne parla pas d'idéologie. Il ne prononça aucun mot sacré, aucune promesse abstraite. Il parla comme on démonte une machine trop longtemps laissée rouiller. La salle des Families était pleine, mais silencieuse. Un silence dense, chargé d'attentes et de défis. Certains étaient venus pour comprendre. D'autres pour voir s'ils se trompaient. Un silence s'installa de nouveau, encore plus profond que les précédents. Non pas un vide, mais un espace suspendu. Laissa ses yeux parcourir l'assemblée, puis son regard s'arrêta. Elle, la femme Maphilis qu'il avait croisée à la bibliothèque. Le souvenir revint sans effort, la lumière douce entre les rayonnages, le murmure des pages tournées, et cet instant étrange où leurs regards s'étaient accrochés comme s'ils se reconnaissaient d'un lieu plus ancien que le présent. Elle le reconnut à son tour. Aucun geste. Aucune parole. Pas même un frémissement visible. Mais dans ses yeux, il lut quelque chose de rare, non pas l'adhésion née du raisonnement, ni l'enthousiasme fragile d'une découverte, mais une confiance déjà installée. Entière. Silencieuse. Absolue. Elle n'attendait pas d'être convaincue. Elle attendait qu'il poursuive. Cette certitude le troubla un instant. Non par vanité, mais par responsabilité. Être cru sans condition exige une intégrité sans faille. Autour d'eux, les autres Maphilis demeuraient attentifs, encore dans l'analyse. Elle, non. Elle savait. Inspira lentement. Son regard quitta le sien, non pour fuir, mais pour honorer ce qu'il venait d'y lire. Puis il reprit la parole. Non plus pour convaincre. Mais pour être à la hauteur de la confiance silencieuse qui venait de lui être offerte. Se leva lentement. Le chômage n'est pas une fatalité, dit-il simplement. Sa voix ne portait ni colère ni séduction. Seulement une certitude calme. C'est un déséquilibre artificiel. Un écart fabriqué entre ce que l'Athénium sait faire et ce qu'elle s'autorise à faire. Quelques têtes se penchèrent. Des doigts griffonnèrent sur des carnets. D'autres regards restèrent figés, prêts à saisir la moindre faille. Continua. Le travail ne manque pas. Il marqua un temps. Ce qui manque, c'est l'autorisation de le faire exister. Un frisson discret parcourut l'assemblée. Il leva la main, comme pour balayer une évidence que tous voyaient sans jamais la nommer. Première chose, créer le besoin. Créer massivement le besoin en main-d'œuvre. Il se mit à marcher lentement devant eux. De nouveaux sites. Des entreprises. Des commerces. Des ateliers. Des outils. Il se retourna brusquement. Identifier des besoins réels. En inventer aussi.
accepter une surproduction maîtrisée, non pas tournée vers le profit maximal, mais vers l'utilité athénienne et les besoins de l'athénium. Il s'arrêta. On nous répète que le travail manque. C'est faux. Ce qui manque, c'est la permission politique de le créer. Un murmure parcourut la salle. Deuxième chose, reprit-il, ouvrir le temps. Il balaya l'assemblée du regard. Nous vivons dans une société amputée de la moitié de son existence. Le jour est saturé. La nuit est abandonnée. Il marqua un pas. J'appelle à une vraie société nocturne. Pas une marge. Pas une exception. Une vie complète. Commerce. Services. Transport. Culture. Administration. La nuit, comme le jour. Il insista, plus lentement. Pas comme une contrainte. Mais comme un choix de mode de vie. Cela créerait un second rythme. Un monde parallèle, plus calme, moins écrasé. Et surtout, des millions de postes nouveaux, capables d'absorber ce chômage que les dirigeants pensent insoluble depuis des décennies. Il inspira. Troisième point, arrêtez de faire semblant. Cette fois, le ton changea. Il faut créer autant de postes qu'il en manque. Pas en attendant le marché. Pas en priant pour une croissance miraculeuse. Par décision politique. Le mot tomba lourd. Injecter directement de la main-d'œuvre dans des secteurs choisis pour leur utilité sociale, écologique, athénienne. Il ajouta, presque doucement. Plus de travailleurs, c'est moins de pénibilité. Le travail est mieux réparti. Mieux fait. Plus athénien. La fatigue n'est pas une fatalité. C'est une conséquence d'un système qui concentre l'effort sur trop peu de corps. Un silence attentif s'installa. Quatrième chose, dit-il en levant les yeux, penser à long terme. Reprendre l'idée des chantiers du siècle d'antan des Athéniens. Les familles se figèrent. Des projets titanesques. Planifiés sur des décennies. Prévenir les catastrophes climatiques. Protéger les ressources. Construire les infrastructures de la survie future. Sa voix se fit plus grave. Ce que nous construisons aujourd'hui, ce sont les outils dont l'athénium de demain aura besoin demain. Cet héritage allégué n'est pas optionnel. C'est un relais obligatoire. Créer ces chantiers, c'est créer du travail, du sens et de la continuité. Cinquième point, le partage du travail. Tout le monde travaille. Moins. Mais mieux. Les entreprises répartissent. La pénibilité chute. La qualité monte. Il conclut, sans emphase. Le chômage n'est pas un problème économique. C'est un choix politique déguisé. Et tout choix peut être changé. Personne n'applaudit. Mais quelque chose avait bougé. Il le savait. Ce n'était pas un rêve. C'était un plan. Ilia inspira profondément. Puis son regard changea. La machine tourne en continu. Ce n'est pas plus de pression. C'est une meilleure utilisation du temps. Il sourit brièvement. Le temps est la richesse que nous gaspillons le plus. Puis son visage se ferma. La dernière idée n'est pas une solution au chômage. Le silence devint total. C'est une obligation morale. Pour l'athénium, lorsqu'elle devra affronter les catastrophes qu'elle devra également anticiper. Les derniers de l'athénium n'auront pas le temps de se préparer au dernier moment. C'est à nous de le faire. Des chantiers du siècle. Penser pour la survie, pas pour la croissance. Il énuméra sans passion, comme on décrit une évidence. Cités souterraines, montagneuses, champs solaires interminables dans les déserts. Une redistribution vitale. Et l'eau? Il s'arrêta. Les montagnes sont des châteaux d'eau naturels. Il suffit de les comprendre. Des réseaux. Des valves. Une distribution intelligente. Il esquissa un sourire lointain.
J'ai mis du temps à saisir le secret de l'allégorie de la corne d'abondance. L'eau ne devait pas être vendue, mais partagée. Il balaya la salle du regard. Ces chantiers créeraient des millions d'emplois. Mais surtout, il marqua une dernière pause. Ils offriraient à l'humanité une préparation consciente. Ilia se rassit. Le futur ne doit pas être subi. Il doit être construit.